Les filles Stellinger vont alors appeler leurs parents qui n'étaient pas à la maison à ce moment-là et ils vont leur demander voilà, est-ce qu'on peut aller chez nos amis, ils se connaissent bien, c'est les potos, et ils vont dire bah oui, allez-y, allez vous éclater, sans savoir qu'ils venaient probablement de faire la pire erreur de leur vie. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 threads d'horreur. Probablement les 3 plus effrayants qu'on ait eu sur la chaîne. Et je trouve qu'on n'a pas la meilleure ambiance pour ça. Ne vous en faites pas, je vais m'en occuper. Voilà, là je pense qu'on a la bonne ambiance. Les amis, relaxez-vous, éteignez les lumières de votre chambre, mettez-vous sous une couverture et venez avec moi pour découvrir les 3 threads d'horreur. Notre première histoire, elle commence avec Amy et son petit ami. Ils nous disent qu'ils viennent d'emménager dans un nouvel appartement et ils nous font tout de suite une petite visite des lieux. En gros, il y a un balcon et ce balcon est au 2e étage. Mais le 2e étage est tellement bas qu'elle nous explique qu'en fait, si un jour elle se retrouve coincée à l'extérieur, elle peut juste descendre du balcon, directement atterrir sur la pelouse sans se faire mal et aller voir sa mère qui habite elle aussi dans l'appartement d'en dessous afin de chercher le double de ses clés. Donc elle nous dit que c'est un appartement qui est super, elle y emménage avec son petit ami qu'elle vient de rencontrer et les gens là-bas sont charmants. En gros, il n'y a que des vieilles personnes, tout le monde est très gentil, très amical et elle s'y plaît très bien. Elle y est déjà là-bas depuis quelques semaines et elle nous dit qu'elle ne fait que baiser. C'est pas mes mots, c'est elle. Elle nous dit qu'en gros, comme elle vient de juste rencontrer son petit ami, ils font l'amour partout, dans toutes les pièces et elle fait beaucoup de bruit. Mais elle nous rassure quand même en nous disant que les murs sont assez épais et donc qu'il y a très peu de chances que les gens l'entendent. Retenez bien ce détail car ça aura son importance dans le thread. Tout commence quelques semaines après avoir emménagé. Elle va être en train de cuisiner avec son petit ami et elle va se rendre compte qu'il y a des bruits de pas dans le hall. Rien d'alarmant jusque-là, il y a des gens qui passent tous les jours dans le hall, jusqu'au moment où elle entend toquer. Alors, elle nous dit que c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment parce qu'il y a beaucoup de gens, personnes âgées en fait, qui ont assez de mal à retrouver leur appartement, donc parfois ils toquent à des appartements qui sont pas les leurs, et voilà, c'est pas de leur faute. Donc elle nous dit que c'est un truc qui arrive assez régulièrement, il n'y a pas de problème avec ça, et elle va même pas en fait daigner d'aller ouvrir parce qu'elle sait très bien que c'est quelqu'un qui s'est trompé. Jusqu'au moment où la personne derrière la porte va toquer une deuxième fois. Là elle se dit qu'il y a effectivement un problème, mais elle va quand même pas aller ouvrir parce que pour elle c'est toujours quelqu'un qui se trompe, donc elle va pas se faire chier la bite quoi. Elle continue à cuisiner avec son petit ami jusqu'au moment où elle va entendre un bruit qui là va totalement changer l'ambiance dans l'appartement. En gros elle entend un espèce de bruit de métal contre métal. Elle se dit que c'est sûrement une résidente ou un résident qui essaie de rentrer dans un appartement qui pense être le sien et qui du coup n'arrive pas puisque les clés ça marche pas compatible quoi. Mais son petit ami lui a un raisonnement qui est tout autre et qui est peut-être un peu plus juste. Il lui dit qu'il pense que quelqu'un essaie de rentrer par effraction et donc qu'il est en train de forcer la porte. Elle nous dit qu'à ce moment-là, elle était très naïve et qu'elle avait juste plein de bonnes intentions envers tout le monde. Donc elle s'est dit non, c'est sûrement une vieille personne qui essaie de rentrer. Donc elle va aller lui ouvrir pour lui dire que elle s'est trompée de porte. Et quand elle va s'approcher vers la porte pour ouvrir, elle va entendre que les bruits de métal contre métal vont s'accentuer. Autrement dit, la personne essaie vraiment de rentrer. Tu vois, au début, tu mets la clé, tu vois que ça marche pas, tu dis ah bah merde, je peux pas d'avoir d'appartement. Mais là, ça fait vraiment quelques minutes que la personne essaie absolument de rentrer dans cet appartement. Elle va donc se diriger vers la porte pour ouvrir. Et là, son petit ami va élever un peu le ton et va lui dire non, t'ouvres pas la porte, on sait pas qui est derrière, puis ça se trouve, c'est pas une personne âgée, c'est vraiment quelqu'un qui essaie de rentrer par effraction. Et à ce moment-là, quand il va dire ce mot, les bruits vont s'arrêter et on va entendre quelqu'un courir dans le couloir. Elle est encore assez naïve à ce moment-là, mais son petit ami, lui, a déjà compris qu'il y a quelque chose qui allait pas. Les jours vont passer et ils vont plus vraiment avoir d'autres incidents jusqu'à cette nuit qui va tout changer. En gros, elle est en train de dormir et elle va se faire réveiller par un bruit. Elle nous dit que ce bruit, c'est son petit ami qui parle. Or, son petit ami est à côté d'elle et il dort. Alors là, elle se dit what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer? Elle réveille son petit ami et son petit ami se demande aussi attends, mais pourquoi est-ce que j'entends ma propre voix alors que je suis là et je suis pas en train de parler? Et là, tous les deux vont comprendre ce qui est en train de se passer. Et ils vont tous les deux comprendre qu'en fait, c'est un enregistrement de eux qui étaient en train de faire l'amour. Son petit ami va alors se lever, directement aller au balcon et il va y voir la silhouette d'un homme tout en noir qui est en train de jouer des enregistrements qu'il a pris de Amy et son petit copain. Lui, forcément, il veut descendre et lui péter la gueule, c'est normal. Et elle va le supplier de rester, donc au final, il va rester. L'homme va partir, mais ils vont quand même appeler la police. La nuit d'après, ils vont entendre gratter, ils vont entendre quelqu'un parler, et ils vont réentendre des enregistrements, des conversations de Amy et son petit copain. Ça va les faire bader, et ils vont avoir aucun autre choix que de partir de l'appartement. Amy va aller voir le propriétaire, puis il va lui rendre des clés, et le propriétaire va lui lancer une petite phrase
qu'elle ne va pas comprendre. Il va lui dire, franchement, t'as été une des meilleures locataires que j'ai eu. Le seul problème, c'est ton copain qui arrête pas de sauter par le balcon, c'est vraiment chiant. Et là, c'est l'effroi. Elle vient de comprendre qu'il n'y a jamais personne qu'elle connaît qui descend par le balcon. Et qu'en fait, l'homme qui les avait enregistrés, c'est le même homme qui, quand ils n'étaient pas là, passait par le balcon et essayait de rentrer par effraction chez eux. Amy, elle va forcément en parler à la police, vous connaissez les bails, la police va dire on n'a pas d'identité, il faut que tu nous appelles si ça arrive encore. Ils ont déménagé, ils n'ont jamais plus eu de nouvelles, mais putain, qu'est-ce que ça doit être flippant. Vous vous rendez compte quand même qu'il a enregistré des moments hyper intimes entre eux deux, il essayait de rentrer par effraction, il a essayé d'enfoncer la porte avec ce qui a l'air d'être un tournevis pendant qu'ils étaient chez eux en train de cuisiner. Ce mec est un malade mental. La deuxième histoire, les amis, elle est légèrement plus courte, mais elle est tout aussi intense. Et c'est l'histoire de Michael. Michael, il nous dit qu'il est allé dans un nouveau pays, un pays étranger, parce qu'il veut aller y faire ses études. Il nous dit qu'en fait, il n'a pas vraiment le choix que de prendre une chambre qui est dans un quartier un peu craignos, parce qu'il n'a pas les thunes. Et c'est bien normal. Il nous dit aussi que le quartier où il est, il n'y a pas tellement de problèmes, c'est juste que les gens sont un petit peu bizarres, et aussi qu'avec les cours, le travail et tout, il nous dit qu'il est obligé d'aller faire ses courses super tard. Donc il est environ 11h quand il va faire ses courses en vélo. Il nous dit qu'à ce moment-là, la supérette va bientôt fermer, et donc il est plus ou moins le seul à l'intérieur. Et il nous donne un autre détail qui a son importance, c'est que comme la supérette va fermer, l'entrée principale, elle est plus accessible, elle est juste barrée, et lui il va en fait devoir sortir par une sortie de secours qui se trouve à l'arrière, et qui débouche sur une rue complètement sombre. Vous voyez la rue dans les films d'horreur où tu vas là-bas et tu meurs? Bah c'est la rue où il est. Il nous dit qu'il va sortir alors avec ses 2 gros sacs dans cette rue, et que ça va lui foutre la chair de poule. Ça, honnêtement, c'est le début d'un film d'horreur où tu vas mourir dedans. Mais lui, ce qui va lui arriver, c'est bien pire. En gros, il va marcher avec ses sacs et il va entendre quelqu'un parler au loin. Jusque-là, rien de bizarre, c'est juste qu'il est dans une ruelle sombre avec probablement de la fumée qui sort des bouches d'échappement des maisons, je sais pas quoi. Bref, un scénario digne des films d'horreur. Et quand il marche, il voit que cette personne est en fait dans une voiture. Et cette voiture l'attend à la fin de la rue. Cet homme est accompagné d'une femme et il dit des choses dans une langue qu'il ne comprend pas. Alors faut savoir qu'il a déménagé dans un pays étranger, mais il parle la langue du pays. Donc là, la personne parle vraiment une langue que t'es pas censé comprendre, même si tu vis dans ce pays. Il va alors s'approcher et le mec va commencer à vraiment le fixer intensément. Après coup, il va nous expliquer que le langage qu'il parlait, ça ressemblait vaguement à une espèce de latin ou quelque chose d'assez religieux. Et il nous dit que ça faisait vraiment peur. Notre ami Michael, lui, il va rentrer en vélo, donc il s'approche de son vélo. Et là, il voit que l'homme sort de la voiture. Il est 11h30, les rues sont vides et il y a juste un homme qui se tient devant toi en parlant en latin. L'homme va alors fixer Michael pendant un petit moment et il va sortir de sa poche un couteau. Il va alors s'élancer sur Michael et la femme qui était avec lui, je vous le rappelle, va commencer à lui courir après en lui incitant de ne pas tuer Michael. Michael, lui, il a ses sacs de course, mais il est en vélo, donc il a dit que ça va pas lui prendre longtemps avant de tracer en vélo et de semer l'inconnu. Il nous dit que ça va lui prendre environ 15 minutes d'arriver chez lui, mais il nous dit que dans le noir, il n'est pas capable de voir si la personne le suit encore et ça lui fout les boules. Là, il rentre chez lui et il nous dit qu'il est plutôt chill en fait. Tu es un malade mental, Michael. Moi, je me serais pissé dessus, j'aurais appelé mes amis, j'aurais commencé à faire des vidéos sur ça. Non, lui, il est rentré, il a pris une pizza, une bière et il a commencé à jouer aux jeux vidéo. Mais est-ce que c'était une bonne idée ? Je ne crois pas. Puisque vers 1h du matin, il va arrêter de jouer aux jeux vidéo, il va aller dormir et quelque chose va le sortir de son sommeil. Il va entendre une voix d'homme au loin qui va le réveiller tout doucement et cette voix s'apparente à du latin. Il va alors voir par sa cour et dans sa cour, il y a l'homme avec le couteau qui l'attend dans le noir, dans sa cour et qui le regarde en train de parler des trucs en latin. Bon, déjà ça c'est flippant. Mais il y a pire, le mec, tout en disant son charabia latin, va commencer à taper la porte de notre ami Michael et va essayer de rentrer. Je vous rappelle qu'il a toujours le couteau à la main, il va commencer à mettre des coups de couteau dans la porte et il va commencer à crier de plus en plus fort, à taper de plus en plus fort. Michael là, il sait pas ce qu'il doit faire, donc il va juste se mettre dans la pièce la plus éloignée de la porte, c'est-à-dire la salle de bain. Il va s'y enfermer et il va appeler les services de police. Il nous dit que ça va prendre environ 15 minutes à la police avant d'arriver et ils ne vont trouver personne. Le charabia habituel, on sait pas qui a fait ça, appelle-nous la prochaine fois. En gros, personne n'a pu l'aider. En fait, ce qui est horrible dans ce genre d'histoire, c'est vraiment que c'est un truc qui t'est arrivé
et t'as probablement échappé à la mort. C'est un cas tellement isolé que ça se trouve le mec a juste pété un plomb une nuit où il avait pris de la drogue ou je sais pas, et t'as réussi à ne pas mourir cette nuit-là, et ça va plus jamais se passer, et le mec on va plus jamais le retrouver parce qu'en fait, ça se trouve le lendemain matin, il aura soit aucune idée qu'il a fait ça, soit il sera dans un autre pays où, en fait, c'est assez délicat de pouvoir te sortir de ce genre de situation. Par contre, les traumatismes, eux, ils restent. Et il nous le dit d'ailleurs dans le thread qu'il est resté vraiment traumatisé de cette expérience et qu'il était très motivé à finir son école, comme ça il pouvait se barrer dans son pays. Et il nous dit même que le pays où il habitait, c'était un pays où il y avait beaucoup de criminalité, et le pays où il a immigré pour faire ses études, c'était un pays qui était réputé pour avoir très peu de criminels et vraiment un taux de délinquance qui était assez bas. Et il nous dit qu'en fait non, il y a des malades partout, ce qui est plutôt vrai. La dernière histoire, les amis, c'est une histoire qui est assez vieille, puisque c'est un thread d'horreur qui date de 1920. En fait, c'est pas vraiment un thread d'horreur, mais c'est plutôt une histoire qui est parue dans les journaux et qui a même eu un rebondissement il y a pas très longtemps, donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est une histoire que j'adore. C'est l'histoire de la maison au massacre à la hache. Si vous la connaissez, c'est bien, dites-le dans les commentaires, vous allez dire « Ah, tu vois, je la connaissais, vous allez me niquer. » Tiens. L'agressivité. L'histoire commence avec la famille qui s'appelle la famille Stellinger. La famille Stellinger, c'est deux parents qui ont trois filles. Ça commence vraiment mal. Les Stellinger ont trois petites filles, une d'environ 12 ans, une de 10 ans et une de 5 ans. On est aux États-Unis, c'est une Amérique qui est encore très religieuse, et en plus on est dimanche, donc forcément on va à la messe. Mais une famille amie des Stellinger vont appeler les filles et vont leur dire « Bah écoutez, venez à la messe avec nous, on va passer la journée ensemble et le soir vous pourrez peut-être même dormir à la maison. » Les filles Stellinger vont alors appeler leurs parents qui n'étaient pas à la maison à ce moment-là et vont leur demander voilà, est-ce qu'on peut aller chez nos amis, ils se connaissent bien, c'est les potos, et ils vont dire bah oui, allez-y, allez vous éclater, sans savoir qu'ils venaient probablement de faire la pire erreur de leur vie. Les filles des amis des Stellinger ainsi que les filles des Stellinger vont s'amuser ensemble toute la journée et vont rentrer vers environ 10h30 du soir. Quelques petits détails avant de rentrer vraiment dans l'histoire. Il faut savoir qu'à ce moment-là aux États-Unis, c'était vraiment super facile de rentrer chez les gens parce que personne ne laissait la porte fermée. C'est vraiment une autre époque qu'on n'a plus aujourd'hui, mais les portes étaient souvent ouvertes ou en tout cas elles étaient déverrouillées. Les fenêtres étaient souvent laissées ouvertes pour aérer durant la nuit. Bref, c'était vraiment tout le monde se connaissait, c'était un petit village en plus là où ça s'est passé. Je vous donne ces détails parce que forcément, comme d'habitude, ça a son importance. Il est environ 5h du matin quand tout commence. La voisine des amis des Stellinger va accrocher son linge et va remarquer qu'il y a une espèce de voile autour de la maison. On n'arrive pas à voir à l'intérieur. Bon, elle va rentrer chez elle, faire ses bails, et vers 7h, elle va revenir pour décrocher son linge, et elle va remarquer un truc qui est assez étrange, c'est qu'on est lundi, et qu'il y a personne. Pas une dame qui vive dans la maison, on n'entend pas de bruit, et je vous rappelle qu'il y a quand même 5 enfants dans la maison. Donc une maison avec 5 enfants et pas de bruit, c'est un peu bizarre. Surtout qu'à cette époque, les enfants se levaient vraiment beaucoup plus tôt, et donc vraiment à 7h, c'est genre qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas debout? Ce qui va l'intriguer, et elle va donc s'introduire complètement dans la pelouse des amis des Stellinger. Elle va s'avancer vers la maison, et elle va essayer d'ouvrir la porte, et là, première surprise, la porte est verrouillée de l'intérieur. C'est pour ça que je vous ai dit avant que c'était une époque où ça se faisait pas vraiment, et donc c'est déjà une première chose qui est assez étrange. Elle va alors passer à côté de la maison, et elle va remarquer qu'il y a des vêtements qui occultent chaque fenêtre de la maison. Encore une fois, quelque chose d'étrange, puisque d'habitude, soit les gens avaient des rideaux, pas des vêtements, et s'ils n'avaient pas de rideaux, ils laissaient juste le soleil rentrer, il n'y avait pas besoin de mettre de vêtements. Elle va alors rentrer par effraction dans la maison, et elle va entendre un silence glacial. En gros, il n'y a personne dans la maison, et il y a juste un bol à table avec des céréales, du lait et du bacon. Elle va alors monter à l'étage et elle va voir dans la chambre des petites filles qu'il y a des draps blancs partout par terre. Et ces draps blancs ont une couleur assez étrange, une couleur un peu rougeâtre. Elle va alors soulever les draps et ce qu'elle va y trouver va être le commencement d'une des histoires de tueurs en série les plus macabres des États-Unis. Sous les draps se trouvent les petites filles âgées de 15 à 5 ans explosées. Il n'y a pas d'autre mot. C'est de la boucherie. C'est de la boucherie d'autant plus que chaque personne qui va être retrouvée dans cette maison aura une chose en commun avec les autres, c'est que leur colonne vertébrale a été arrachée à main nue. La voisine va alors bien sûr appeler la police et ils vont retrouver dans la maison les cadavres de toute la famille. Ils vont trouver d'autres choses assez bizarres comme par exemple une hache qui est en fait tout simplement la hache qui a servi à assassiner toute la famille. Ils vont aussi retrouver des tranches de bacon à côté des cadavres ainsi qu'un repas cuisiné. Et ils vont alors émettre une hypothèse qui est vraie mais qui est incroyable, c'est qu'en fait le meurtrier, après avoir assassiné les petites filles et les parents, après avoir enlevé la colonne vertébrale
de leur corps, s'est fait un repas et est venu manger à côté des cadavres. J'ai pas besoin de vous expliquer que les vêtements qui étaient accrochés, pendus pour occulter les fenêtres sont bien sûr les vêtements de toute la famille et le meurtrier n'a jamais été retrouvé. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette histoire? Eh bien, c'est parce qu'elle a eu un rebondissement il y a pas longtemps et ce rebondissement il a eu lieu dans cette même maison. En fait, il y a eu tellement un engouement pour cette maison qu'ils en ont fait une espèce d'attraction où on peut en fait venir passer une nuit dans la maison du meurtre à la hache. C'est une attraction qui est très connue dans le village et il y a beaucoup de médiums et de chasseurs de fantômes qui sont passés par là parce qu'ils pensent qu'il y a vraiment une hantise dans cette maison. On entendrait même des bruits de pas et on verrait même un homme avec une hache se promener dans les lieux. Il est environ minuit quand notre chasseur de fantômes prépare son matériel. Il est avec son équipe et il va décider de rentrer dans une chambre et de s'isoler. Et son équipe n'a aucune idée pourquoi. Après quelques minutes, ils vont toquer pour voir s'il y a quelqu'un, mais personne ne va répondre. Ils vont alors enfoncer la porte et ce qu'ils vont trouver est probablement l'un des trucs les plus creepy que tu peux trouver dans une maison qui a déjà un palmarès assez bizarre. Hein. En fait, ils vont retrouver le médium par terre, baignant dans son sang, avec un couteau planté droit dans le cœur. Je vous rappelle que cette histoire est totalement vraie, vous pouvez même la trouver dans les journaux. Le médium va être amené d'urgence à l'hôpital et chose incroyable, il va survivre. Et attention les amis, parce que c'est là que tout se joue. Lorsqu'il allait faire sa chasse aux fantômes et son spiritisme et tout, ça faisait 100 ans que les meurtres avaient eu lieu. Les meurtres ont eu lieu vers environ minuit et notre bonhomme s'est enfermé dans la chambre vers environ minuit. Lorsque la police et les journalistes vont aller voir le monsieur pour lui poser la question la plus normale que tu puisses poser à un homme qui a été retrouvé avec un couteau dans le cœur, qui t'a fait ça? Le médecin va le regarder avec une face un peu blême et va lui dire personne ne lui a fait ça. Il s'est enfoncé le couteau dans le cœur lui-même. C'est un truc de malade. En gros, le mec s'est enfermé dans la chambre et s'est poignardé dans le cœur plusieurs fois sans réelle motivation et sans réelle raison, puisque plus tard dans les interviews qu'il va donner, il va avouer qu'il avait aucune idée de ce qu'il faisait et qu'il n'était pas du tout suicidaire ou quoi. Il s'est juste réveillé et on lui a appris qu'il s'était poignardé lui-même. Ceux qui croient aux fantômes pourront dire que c'est peut-être l'esprit du tueur qui erre encore dans les lieux. D'autres pourront dire, je sais pas, trouver une explication dans les commentaires, merci. Enfin bref, je trouve que ces trois histoires sont absolument incroyables. Celle-ci, la dernière, était pas vraiment un thread d'horreur en tant que tel, mais je trouvais qu'elle rentrait bien un peu dans l'ambiance et tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On va probablement faire un thread d'horreur à chaque semaine, voire un thread à toutes les 2 semaines. Il y a d'autres projets qui arrivent, des projets qui sont un petit peu moins glauques que les threads d'horreur. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez-moi sur mon Instagram qui s'affiche quelque part sur l'écran. Et les amis, prenez soin de vous et j'espère que vous arriverez à dormir cette nuit. Moi je vais juste vous montrer un truc avant de partir, là ça va vous prendre 20 secondes hein. Mais mon bureau où je tourne quand je suis tout seul la nuit, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez vous pisser dessus. Abonnez-vous juste pour ça parce que c'est juste le truc le plus creepy que j'ai vu de ma vie.